Patrick Guns, directeur de l'ingénierie, de l'innovation et des missions transversales Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing. Alors, s'il vous plaît, on va conclure avec cette dernière table ronde. Et donc, Patrick Guns est accompagné de Caroline Cambier, qui est représentante du comité éthique du collège Famille Proches Aidants des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. Donc, cette dernière table ronde qui s'intitule Dilemme éthique en action. Donc, l'idée, ça va être à la fois de vous présenter un petit film pour venir illustrer, alors là, pour le coup, de façon très concrète, comment ça se mobilise sur le terrain. Et puis, une étude de cas, une étude de situation qui sera présentée pour donner un peu une idée de à quoi ça peut ressembler un comité éthique, ou en tout cas, bon, voilà. Alors, bonjour, je vais d'abord laisser la parole à Caroline pour qu'elle se présente rapidement. Bonjour, donc oui, je suis Caroline Cambier de Taille-Noirne. J'ai intégré le comité éthique des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing à sa création, donc il y a maintenant un an et demi. On a eu une formation de 2 jours par Philippe Sanchez avec effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, un mélange entre professionnels et famille. Et ça a été très enrichissant, et ça a été même le début de la création d'un collectif. Voilà, moi je suis maman d'un petit garçon qui est accueilli dans un DAM de l'association et qui a 13 ans. Je suis par ailleurs directrice juridique d'une entreprise de l'énergie, et donc j'ai apporté mon expertise juridique autour de table, et voilà. Très bien, merci. Merci Caroline. En effet, on parlait d'un collectif, et le petit film qu'on va lancer après va témoigner un peu en 5-6 minutes de ce collectif. Juste, Jean-Luc évoquait en introduction qu'il avait eu un coup de chaud. Alors peut-être parce qu'on vient du Nord, du même endroit tous les deux, mais moi j'ai un double coup de chaud. Là, d'abord parce que c'est la dernière table ronde, et donc il y a un timing à respecter. Et surtout, il faut, au bout d'une journée, on sait qu'on fatigue à écouter tout le monde, donc il va falloir qu'on soit suffisamment, on vous accroche dans ce qu'on va présenter. Et le deuxième coup de chaud, c'est que les 3 tables rondes précédentes ont tout déconstruit ce que je vais vous présenter après. Mais c'est tant mieux, parce que c'est vraiment ça l'éthique, c'est-à-dire que c'est constamment rediscuter, re-questionner ce qui va être présenté. Donc, on va démarrer par le film, et puis ensuite, en effet, comme ça a été évoqué par Stéphanie, une présentation rapide, la plus rapide possible, de la façon dont on a engagé tout le réflexion et la mise en place de ce qu'on appelle un comité éthique associatif. On pourrait l'appeler autrement, on l'avait appelé aussi collège de réflexion éthique. Ensuite, et puis Caroline dira un petit mot sur la façon dont les choses se déroulent. Et puis ensuite, en effet, la présentation d'une saisine éthique qu'on a eue par des professionnels de la maison d'accueil spécialisée, juste pour ouvrir le débat et garder un petit quart d'heure pour pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez, si vous n'êtes pas épuisé avant 4 heures et avant la conclusion de Monsieur Pilan de cette journée-là en tant que grand témoin. Voilà, on peut lancer le film. L'éthique, c'est faire les décisions et les choix pour les personnes qui est très juste. J'étais enchanté de découvrir qu'il y avait une proposition de réflexion, de distance par rapport à l'action, et d'analyse de tout mode d'action à l'intérieur de l'association des Papillons Blancs. Je vais prendre la parole pour dire que voilà, on a les choix, on a les décisions, et c'est à nous aussi de faire ses propres choix et les décisions, et qui est vraiment très juste pour toutes les personnes en fait. C'est pour ça que je suis rentré dedans. Toutes mes expériences professionnelles se sont passées dans le monde du polyhandicap. Des questions complexes sont venues sur le terrain, et l'éthique est rapidement venue jusqu'à nous pour nous questionner sur notre accompagnement au quotidien. J'ai trouvé ça non pas sérieux et en même temps sérieux. Non pas sérieux parce que c'était pas grave, mais sérieux parce qu'il y a eu tout un processus
de parrainage et d'explication ou d'invitation à m'expliquer pour entrer à l'intérieur du comité éthique. Sérieux parce que réellement une implication et une volonté de l'association de s'impliquer dans des questions essentielles et qui touchent à la fois les professionnels, les familles et les personnes accompagnées. Le comité éthique a été assez fluide dans la mise en place puisqu'il y a eu l'ouverture du comité éthique qui a expliqué le fonctionnement, les missions à tous les établissements qui souhaitaient participer déjà à l'ouverture. Puis nous avons été formés à l'éthique, formation que j'ai très bien vécue, qui a été intéressante, qui a permis de prendre le temps, qui nous a poussé à la réflexion. Et le comité éthique a pu répondre, que ce soit professionnellement et personnellement, à vraiment l'attente que j'avais de pousser les réflexions, d'aller chercher plus loin que ce qu'on vit au quotidien, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Il s'agit de partir d'abord d'une compréhension de la situation de laquelle nous sommes saisis et partant de là, de pouvoir, au bout d'un long chemin, pouvoir prononcer ensemble un avis. Alors ensemble, c'est-à-dire les professionnels, les personnes accompagnées et les familles. Comme aujourd'hui, là, pour la saison numéro 2 de ce matin, c'est nous qui avons pris la parole avant et après les professionnels pour les orientations, les aides, pour la liste d'attente, tout ça. On va parler d'abord nous, chacun leur ressenti, travailler avec la marraine ou le parrain, et après les professionnels pour parler un peu en général en fait. La méthode de travail est pertinente, elle est fluide, elle permet vraiment de travailler en entonnoir dans nos réflexions, de partir d'une question précise, de prendre de la hauteur et de généraliser. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi de généraliser une problématique et donc d'apporter une réponse au plus grand nombre. Et en tout cas, si ce n'est une réponse, c'est vraiment une réflexion et venir avec la vie éthique, éclaircir nos accompagnements et aller au plus proche de ce que la personne a besoin. Il s'agit d'être saisi par une personne accompagnée, par un professionnel ou par l'institution autour de questions qui ne sont pas nécessairement prises en compte à l'intérieur du fonctionnement ordinaire et du fonctionnement pratique et de terrain de l'association. Donc là, on a fait notre premier avis éthique, on a pris le temps, ça nous a demandé des relectures, des requestionnements, mais au final, on est satisfait de ce qu'on propose et la prochaine étape sera vraiment de divulguer la vie éthique auprès des établissements. Et là, ça sera, on sera arrivé au bout de notre mission quand la vie éthique pourra redescendre aux professionnels de terrain et que ça puisse amener vraiment un plus dans leur quotidien et dans leur réflexion d'accompagnement. Les échanges sont nombreux, intenses, parfois divergents, parfois en accord. La pertinence d'avoir des professionnels, des personnes accompagnées et des familles dans le comité éthique est vraiment importante, puisque ça nourrit les différents points de vue qui ne sont forcément pas toujours en accord, puisque c'est aussi l'objectif, je pense, d'avoir ces personnes qui viennent d'horizons différentes, avec aussi des sensibilités parfois philosophiques, avec des experts au niveau de la loi. Les échanges se font dans la bonne humeur. La parole donnée aux personnes accompagnées qui ont parfois du mal à s'exprimer oralement et qui effectivement peuvent se sentir tout à fait mises en confiance. Le silence est là, l'écoute est là. On laisse la parole une personne à la fois et on ne s'entremêle pas les pinceaux entre nous que ça fait trop de bruit. C'est un moment très convivial. Avec notre vécu donc d'une année, et des confirmations de ce qu'on y attendait et des défis à relever puisque c'est en cours et on a encore des défis à relever. Voilà donc pour la présentation en introduction de ce que peuvent en dire chaque représentant des collèges du comité éthique. Alors vous avez vu, il y a un petit lapsus.
que je trouve très intéressant entre la vie et l'apostrophe AVIS et la vie et la VIE, la vie éthique. Je trouve ça très beau. Ça n'a pas été fait exprès, mais je trouve ça très, très beau. Alors, ouais, non. Pour le diaporama, c'est... Non, c'est l'autre sens. Voilà. Alors, d'abord, quelques précautions avant de démarrer. Je vais vraiment faire vite. Il y a des diapos que je vais passer très vite. Vous pourrez le revoir parce qu'il y a des choses qui ont déjà été dites et redites. Et l'objectif, c'est de vous faire une présentation d'un processus. Comme ça a été dit aussi plusieurs fois, c'est en rien un modèle. Ça n'est pas du tout une recette. C'est juste une expérience de la mise en place d'un comité éthique associatif pour une association. Il y a quelques précautions à prendre avant la présentation, c'est de dire que on est parti d'un mandat de l'association dans le cadre du projet associatif qui a été de rappeler qu'il y avait une volonté de mettre en place un comité éthique au sein de l'association. Et que, notamment dans mes missions, il m'a été demandé de piloter la mise en place comme en même temps la réécriture du projet associatif. Donc ça c'était vraiment dans les objectifs. Et que ensuite, il fallait créer et construire ce processus. Il y a plusieurs enjeux qui sont présentés dans la précaution, notamment inscrire une réflexion éthique et un tel dispositif dans la durée, par exemple. Et moi, je retiendrai vraiment 3 challenges très importants. Le premier challenge, c'est de faire vivre, ça a été dit, faire vivre la triple expertise. C'est comment on arrive à faire vivre ensemble professionnels, famille, personnes accompagnées. Et j'ai entendu aussi, pourquoi pas, l'articulation aussi avec des partenaires ou des personnes extérieures, entre guillemets, puisque c'est pas extérieur, mais en tout cas des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la vie associative. Le deuxième challenge, ça a été évoqué par le biais des questions, c'est que c'est bien un comité éthique associatif. Il est porté par l'API de Roubaix-Tourcoing et il y a donc une réflexion à avoir et un lien entre le comité éthique, il n'est pas hors sol, on va y revenir rapidement, et le conseil d'administration. Et en même temps, et ça a été très bien dit notamment par Philippe, et pas que, il rend un avis indépendant. On va y revenir rapidement. Le troisième challenge, c'est, je l'ai dit, c'est cette capacité à faire vivre une réflexion éthique et ne pas s'arrêter simplement à la question du comité éthique. Ça n'est qu'une pierre dans l'ensemble du dispositif associatif sur lequel on veut s'arrêter. Alors, on a démarré de septembre à décembre 2021 et on a démarré par la mise en place d'un travail préparatoire. Il y a eu un appel à candidature composé d'administrateurs et composé de professionnels, cadres et non cadres, sur la mise en place d'une réflexion. On s'est inspiré de 3 ADAPI, dont l'ADAPI de la Sarthe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, en 2021, l'ADAPI a témoigné, la Sarthe a témoigné à la fois de ce qu'ils avaient mis en place, ce que Ludovic a présenté, et y compris du moment où ils en étaient. Et on s'est appuyé aussi sur ce qui avait été fait auparavant et d'autres témoignages des API. Et puis, on a fait appel, Christine l'a évoqué ce matin, du CNRDE, et notamment Madame Gresset, qui participe et qui aux avis du CNAD, qui est membre du CNRDE, qui est quelqu'un qui est très engagé sur la question de l'éthique puisqu'elle a participé à l'écriture notamment des recommandations de bonnes pratiques sur l'éthique, mais aussi d'un livret sur comment mettre en place un comité éthique dans les institutions médico-sociales, je le fais le titre de tête, et elle est venue nous présenter un certain nombre de choses, notamment ce que n'est pas un comité éthique, d'après elle, et ce que peut être un comité éthique. Je vais revenir après. Les groupes préparatoires ont travaillé pendant, de septembre à décembre. Ils ont produit un certain nombre de questions. Je vais présenter ça aussi après rapidement, qui servait de base de réflexion pour construire ce qui est devenu notre comité éthique associatif. Et nous avons refait une journée de travail préparatoire pour aboutir à la mise en place au règlement, à la manière de fonctionner du comité éthique. Alors, ce que nous a dit Madame Gresset, la première chose, donc elle nous a dit ce que n'est pas un comité éthique. Elle nous a rappelé, mais ça a été dit, c'est qu'on part du normatif et l'éthique, c'est tout ce qui sort du cadre. Donc ça, c'est une chose importante. Elle nous a rappelé que l'éthique intervient à chaque fois qu'il y a une tension entre ce cadre normatif et la réalité complexe d'une situation singulière. Tout ça, c'est des choses qui ont été dites.
Et puis parce que l'éthique ne se met à l'épreuve qu'en situation et qu'elle ne peut être détachée de la pratique. Tout ça, on l'a évoqué largement au cours des différentes tables rondes. Vous voyez, voilà. Ça fait écho à ce qui a déjà été dit. Elle a insisté sur comment garantir l'indépendance d'une telle instance. Donc la garantie de cette indépendance implique en corollaire de penser la place exacte de cet espace dans l'ensemble des dispositifs associatifs. Et puis surtout, garantir l'indépendance de la réflexion éthique ne veut pas dire fonctionner en électron libre. Voilà. Donc ces préalables-là nous ont permis de réfléchir et de penser un petit peu à la mise en place du comité éthique. Oui, donc ça je l'ai vu. Excusez-moi, je passe. Alors, on a pris comme base, c'est pareil, c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est comment donc rappeler, ça a été dit, que le comité éthique doit s'appuyer sur les valeurs, notamment de l'association. Une des bases, c'est le projet associatif, que le comité éthique est là pour apporter une aide, un soutien sous forme d'avis à la fois aux personnes accompagnées, aux familles, aux professionnels. On voit bien tout l'enjeu. Et puis rappeler quelle peut être l'utilité d'un comité éthique. Ça a été évoqué aussi, je passe. Voilà les 7 questions qui ont structuré la réflexion des groupes préparatoires sur lesquels il fallait répondre. Alors Caroline n'a pas participé au groupe préparatoire puisque ce ne sont pas les mêmes exactement, ni professionnels, ni parents, ni on verra après comment a été constitué le comité éthique. Et les 7 questions, c'est quelle est la composition du comité éthique, comment on le compose, quelle est la place des personnes accompagnées dans ce comité éthique, vous voyez, quelles sont les modalités de fonctionnement du comité éthique, comment sont désignés les membres, quelles modalités de communication, règles et principes de fonctionnement, et comment construire une réponse collective à partir d'une question individuelle ou collective. C'est-à-dire la question, elle peut être posée par une équipe, elle peut être posée par plusieurs parents, etc., ou plusieurs personnes, pourquoi pas, par un CVS, pourquoi pas. Donc, ces 7 questions ont structuré complètement la mise en place du comité éthique. Donc, tout ça, ça a été le rôle du groupe préparatoire. Quand on a répondu à ces 7 questions, je vais revenir après sur la diapo et dans le cheminement, on a décidé de faire avec l'association une demi-journée de lancement du dispositif. C'est-à-dire on avait répondu aux questions, on avait le cadre de notre comité éthique, mais on n'avait pas encore formalisé la mise en place du comité éthique puisqu'il a été mis en place, en effet, ça fait 1 an et demi, début octobre 2023. Et donc, on a fait une demi-journée de lancement ouverte à l'ensemble des professionnels. Alors, je ne dis pas qu'il y avait énormément de monde, enfin, on était quand même 80, une centaine dans la salle, mais aux professionnels, à des familles et aussi à des partenaires pour dire, voilà notre volonté de ce qu'on veut faire et ce que sera notre comité éthique. Petite parenthèse, on abordait ce matin la question de la qualité. Pendant le lancement de la demi-journée, nous avons demandé aussi à Hélène Gers, qui travaillait à l'Université de Mons auparavant, avec qui on avait déjà travaillé, de nous faire une présentation de l'articulation entre autodétermination, qualité de vie et éthique. Voilà, et elle nous a fait pour alimenter nos réflexions et pour lancer ce dispositif. On a finalisé, je reviendrai dessus, la constitution du comité éthique. Ça a été dit, on a chaque membre du collège famille et du collège professionnel a bénéficié de 2 jours de formation qui ont été donc effectués par Philippe Sanchez, mixtes, parents et professionnels, pas les personnes, par ce biais-là, exactement pour les questions qu'on s'est déjà posées X fois, c'est comment trouver les bonnes formations, la bonne formule pour former, sensibiliser le collège personne. Donc, je ne connaissais pas Stéphanie, sinon on aurait peut-être fait appel à Stéphanie. En tout cas, on a fait avec les moyens de la maison, c'est-à-dire on a essayé donc le collège des personnes a bénéficié de 2 fois 2 heures, 1 heure et demie de formation, de sensibilisation à l'éthique. Mais très sincèrement, ça sera à refaire. En tout cas, on devra être amené à le refaire. Il y a des choses qu'on va nettement retravailler ou améliorer. Mais on apprend en marchant, on apprend en faisant les choses. Voilà, et on a lancé le comité éthique, donc début 2023. Voilà. Ah. Ça passe plus, comment ça se fait? J'ai un problème de...
Ah ouais, voilà. Alors, les principes généraux qui ont été, c'est pareil, ça a déjà été évoqué, instance indépendante, confidentialité des échanges, l'objectif de réinterroger les pratiques professionnelles, d'apporter un éclairage, d'avoir un avis documenté, on parle bien d'avis, et puis un principe de dire le comité éthique, là, dans sa formule, il se réunit à peu près 3-4 fois dans l'année. Je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur la composition des 3 collèges et la place de la présidente et du directeur général. Tout ça a été travaillé collectivement. On est parti sur 3 collèges. On n'avait pas pensé obligatoirement à des suppléants. C'est avec le travail qu'on a mené avec Philippe qui a dit attention, pensez à des suppléants parce que vous allez avoir, excusez-moi le terme, de la perte. Il y a des gens qui vont arrêter, il y a des gens qui vont partir. Et la deuxième chose, c'est quand vous allez les comités éthiques pour 3 ans. Quand vous allez remettre en route le comité éthique, d'abord, est-ce que vous savez si on change complètement le comité éthique et on va perdre toute l'expérience de chaque membre? Et la deuxième chose, c'est qu'il y a besoin de suppléants parce que ça va permettre éventuellement un renouvellement aussi à partir des renouvellements. Donc, on a retravaillé là-dessus. On est parti sur cette configuration-là. Un collège famille, 7 titulaires, 7 suppléments. Un collège professionnel, 7 titulaires, 7 suppléments. Et un collège personne, 3 titulaires, 3 suppléants. Alors, pour les collèges, on a fait des appels à candidature. Pour les collèges famille, c'est la présidente Sabine Krug, Madame Krug, qui a fait un appel. Et on a lancé un appel à candidature à l'ensemble des parents, des investis dans l'association, soit par les CVS, soit par le bénévolat, soit membres du conseil d'administration. On a eu, pour là, 7 candidatures. Ça veut dire qu'on n'a pas de suppléant sur le collège famille. Peut-être qu'on aurait pu ouvrir différemment. En tout cas, il y a des réflexions à avoir. Sur les professionnels, c'est Thierry qui a fait un mail à l'ensemble des professionnels. On a lancé l'information à l'ensemble des professionnels et on a eu une 40aine de candidatures. Sur 40 candidatures, en effet, on a eu une très grande diversité de candidatures de professionnels, sauf, en effet, on n'a pas eu de professionnels venant agents techniques, maîtresse de maison, etc. Par contre, on a eu une autre grande diversité de professionnels. Donc, il nous a fallu choisir les professionnels. On a pris comme méthode que les personnes qui avaient participé au groupe préparatoire ont rencontré l'ensemble des candidatures, des candidates, des candidats, pas pour faire un entretien d'embauche, mais pour leur expliquer dans quoi ils s'engageaient et quelle est l'éthique aussi, qu'est-ce qu'ils en comprenaient. Et puis, à partir de là, on a essayé de mixer un certain nombre de paramètres comme cadre, non cadre, homme, femme, je travaille dans l'habitat, je suis au travail, je travaille en masse auprès de personnes polyhandicapées, je travaille dans le champ enfance, etc., etc. Je suis infirmière, je suis rééducatrice, voilà. Pour arriver à quelque chose qui n'est en rien complètement représentatif, mais qui construit une certaine représentativité, en tout cas des professionnels de l'asso. Et puis pour les personnes, on a au sein de l'association une commission participation qui réunit l'ensemble des présidents, présidentes, vice-présidents des CVS et qui est animée par un administrateur qui est un ancien président de l'association, par des professionnels dédiés à cette commission qui vit bien. C'est une commission qui active bien la question de la participation des personnes. Et en fait, on a été parler du comité éthique, on a été expliquer le comité éthique et on a demandé, donc ils sont à peu près une bonne vingtaine, on a été demandé qui souhaitait être membre du comité éthique et nous avons eu donc 6 candidatures, donc 3 titulaires, 3 suppléants, d'où la question aussi du choix. C'était pas simple parce que sur les 6 candidatures, quasiment que des travailleurs des AT, sauf une personne qui est la présidente du CVS de la maison d'accueil spécialisée. Donc, il nous a fallu aussi trouver une représentativité homme-femme et aussi travailleurs des AT et le président du CVS. C'est un peu arbitraire et c'est même déjà une question éthique en soi. Mais il a bien fallu faire des choix pour essayer d'avancer sur la composition de ces 3 collèges. Alors, dernière petite réflexion, on a par exemple une personne qui n'était pas titulaire et qui a dit moi ça m'intéresse pas, je veux pas être suppléante, je veux être titulaire. D'autant plus que l'idée c'est d'avoir des binômes titulaires suppléants, comme que ça soit que pour les professionnels ou pour les personnes, c'est-à-dire que qu'on soit titulaire ou suppléant,
on a les mêmes infos, on a les mêmes documents et on réfléchit préalablement à la préparation du comité éthique ensemble. C'est-à-dire que quand l'un vient, en général, ça a été préparé avec l'autre. Je dis bien en général. Donc, pour ce qui concerne les personnes, en fait, maintenant, on a fait évoluer, on a 4 personnes représentantes au collège personnes, parce que progressivement, on s'est retrouvé avec 4 personnes et on trouvait que ça avait du sens d'avoir les personnes. Alors, Kevin, dans le petit film, évoque la question des parrains-marraines. En fait, on s'est dit, ça serait bien il faut qu'ils préparent. Pour préparer, l'idée, c'est qu'ils aillent chercher une marraine ou un parrain qui n'a rien à voir avec le comité éthique, qui peut ne rien avoir avec l'association, qui peut être quelqu'un de la famille, qui peut être un professionnel qui te connaît de l'association, avec qui il travaille. Souvent, c'est un peu ça. Hein, ça fait écho à la question de l'autodétermination, parce qu'on sait que pour les personnes, leur cercle est relativement restreint. Donc voilà. Mais Kevin, par exemple, a fait la formation EPOP sur la pérédance. Il est formé pérédant. Et en fait, il a été choisi à la directrice du CRAI. Ça veut dire que la directrice du CRAI des Hauts-de-France reçoit les documents, on lui envoie tous les documents, ils prennent rendez-vous et ils construisent ensemble la préparation au comité éthique. Voilà, donc c'est des choix sur lesquels, c'est tout à fait discutable, mais c'est des choix sur lesquels on a travaillé et avancé, qui ne fonctionnent pas trop mal du point de vue, et comme ça a bien été dit dans le petit film, la parole, quand on a un avis éthique, on démarre sur une saisine, on démarre par la parole des personnes, toujours. C'est d'abord les personnes qui s'expriment et qui disent ce qu'elles ont travaillé, ce qu'elles ont préparé. Je ne sais pas si Caroline, un petit mot là-dessus. Oui, par rapport à la table ronde précédente, effectivement, on n'a pas du tout le sentiment qu'ils font de la figuration dans le comité éthique. Les personnes accompagnées ont travaillé en amont. Alors peut-être que parfois, nous, on s'emballe un peu et dans nos échanges, on oublie qu'on pourrait faire plus simple et plus accessible pour eux. Mais à la fin, quand on reboucle ou quand on s'arrête en présentant nos excuses, en disant oh, là, on est peut-être allé un peu trop vite, un peu trop loin, on leur redonne la parole et on voit que la plupart du temps, ça les a intéressés. Ils sont d'accord ou pas d'accord sur certaines choses. Et je pense qu'effectivement, au fur et à mesure, on arrivera à leur donner la parole avec des choix plus clairs et des positionnements plus simples. Mais pour autant, le fait d'être inclus dans les débats, ils l'ont préparé en amont et voilà, c'est très efficace. Alors, on a un vrai sujet néanmoins avec le président du CVS de la Masse, parce que d'abord, voilà, le comité éthique est plutôt le matin. Si ça a lieu ou dans un établissement ou au siège de l'asso, c'est pas très loin, hein, c'est à quelques kilomètres. N'empêche que pour lui, arriver à 9h30, c'est quasi impossible pour la personne et pour les professionnels. Le dernier comité éthique, on l'a fait à la maison d'accueil spécialisée et on a convenu que justement la difficulté, c'était ce qui était de pouvoir exprimer au regard d'une saisine ce qu'il en pensait, préparer en lien, et il a choisi Pauline, donc elle est aussi membre du comité éthique. Bon, ça aussi, mais il faut être en sécurité pour que les choses avancent. Ça permet vraiment qu'il exprime les choses. Par contre, on sait bien que quand on s'emballe, en effet, les travailleurs des AT, les personnes arrivent à prendre leur place, et exactement comme Caroline vient d'évoquer. Pour le président du CVS, c'est plus compliqué, on le reconnaît. Donc là, on se heurte à quelque chose sur lequel on doit encore travailler et avancer là-dessus. Alors, j'ai ajouté la place du directeur général et de la présidente, donc dans le cours préparatoire. Ils sont membres de fait au comité éthique, systématiquement associés, et en toute honnêteté, ils ne sont pour l'instant jamais venus au comité éthique, c'est ouvert, mais en tant que membre associé à la réflexion, et j'allais dire, c'est un choix qui leur appartient, mais dans le sens où en même temps, je pense que c'est évoqué par Philippe et Sabine et Thiago, bien. D'abord, il y a eu un temps de travail aussi, y compris avec Philippe Sanchez, sur la place qu'ils peuvent occuper, et d'autre part, sur le fait que c'est au travail et que ça permet après eux d'occuper, si nécessaire, une autre place.
Voilà, alors ça je vais passer parce que je vois le temps qui passe. Juste rappeler, ça a été dit ce matin, j'ai repris la phrase de Christine mais de Grégory Heguet. C'est vraiment de l'éthique pragmatique, hein, ça s'appuie sur la philosophie pragmatique. Le caillou dans la chaussure, hein, en pragmatisme, on dit toujours que celui qui sait la réalité, c'est celui qui a le caillou dans la chaussure et qui a mal. Tous ceux qui sont autour, ils ont pas mal. Donc, c'est ça le pragmatisme en termes philosophiques. Hein, c'est William James qui disait ça. Et donc, derrière, vous avez vraiment la déclinaison. Donc, je passe, on a suffisamment évoqué. Deuxième chose, parce que ça aussi, c'est inspirant. La PU-Lance, notamment, a fait plein de petits films qu'on retrouve sur YouTube sur ce qu'est l'éthique. Et l'éthique, c'est Sherlock Holmes, c'est quand ça cloche. Je vous invite à pouvoir les regarder, c'est accès libre, parce que ça vient vraiment, et avec des questions éthiques, des dilemmes éthiques, ça vient vraiment parler de ce qu'est l'éthique, c'est quand ça cloche. Voilà. Et Sherlock Holmes, qui est extraordinaire dans le rôle, dans ces petits films-là, vient vraiment poser la question du rôle de l'éthique et de la place de l'éthique. Alors, la question de la saisine, alors c'est pareil quand je vous dis qu'on déconstruit, vous voyez, il ne faut pas de fiches de saisine. Eh ben, on a fait des fiches de saisine. On a fait des fiches de saisine et on en a fait en FALC. Bon, c'est pas grave, c'est un outil. Il faut bien aborder les questions par où elles sont. Donc, on a mis en place des fiches de saisine. On dit que tout le monde peut la saisir. On n'est pas encore bon, mais on sera jamais bon. On aimerait avoir des saisines en vidéo. Il faut qu'on travaille aussi ça pour avoir des saisines en vidéo. Je vais parler du comité éthique restreint après parce qu'il joue un rôle important et ça fait partie de notre façon d'aborder. Juste un mot. Quand on a mis en place ce comité éthique, il a fallu parler du comité éthique. Donc j'ai, en tant que, dans mes missions, directeur de l'ingénierie sociale, mais aussi en tant qu'animateur du comité éthique, j'ai fait le tour de l'ensemble des établissements et services de l'association pour présenter le comité éthique. Ce que je vous présente, je l'ai présenté à l'ensemble, alors pas tous les professionnels, mais un bon 70% des professionnels de l'asso. On a 1100 salariés. Je pense qu'il y a une présentation sur plus de 600 salariés. J'ai fait une bonne vingtaine d'établissements et services, d'équipes, pour présenter le fonctionnement du comité éthique. J'ai aussi présenté le fonctionnement du comité et sa place dans l'association auprès de certaines réunions de famille, où des directeurs, des directrices m'avaient dit bon, on va faire une réunion, ou parfois mix professionnels et famille. Et on n'a pas encore été. Dans l'idéal, il aurait fallu aller le présenter au Conseil de vie sociale. Dans l'idéal, voilà. Vous voyez bien les limites du travail. Mais en tout cas, ça a aussi été un travail qui a été fait sur la place du comité éthique au sein de l'association. Je continue. Le rôle du comité éthique restreint, c'est un choix qu'on a fait au regard de modèles qui existaient ailleurs. Voilà. Il est très restreint. Il a pour mission essentiellement de passer, puisqu'on part d'une situation de terrain, comme ça a été très bien évoqué à plusieurs tables rondes, mais on veut que le comité éthique le traite de façon anonymisée. Alors, c'est jamais complètement anonyme, puisqu'on est dans l'assaut, mais on veut que la question, elle soit pas ciblée sur une personne, que la saisine qui nous arrive devienne une saisine pour un avis qui peut être utile pour dans d'autres situations, même si, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, on ne reproduit pas la même chose partout. À chaque fois, il y a des éléments particuliers. Et donc, le comité restreint est composé de la présidente, de moi-même en tant qu'animateur du comité éthique, et nous recevons les saisines. Et à partir de là, il y a un travail qui est fait d'information, de recueil d'informations, de réponse à apporter à ceux qui ont saisi le comité éthique. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons eu 5 saisines. La première saisine vient d'une famille. Nous avons une saisine d'une personne accompagnée, mais indirectement, qui est passée par les professionnels, ce qu'on peut regretter, et notamment, c'est ce qu'évoquait Kevin dans le film, sur la question des processus d'admission. On a eu une remontée de jeunes qui attendent d'entrer en ESAT, qui sont accompagnés par un de nos services entre 20 et 23 ans, et qui sont venus nous dire « J'ai appris qu'il y en a d'autres qui étaient rentrés en ESAT avant moi. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. » Alors, il ne me l'a pas dit comme ça, hein, parce qu'à une réunion, il me l'a dit autrement. Je dis pas juste, c'est n'importe quoi, voilà. Mais au bout du compte, c'était la saisine. Donc les professionnels nous ont saisi en disant, on comprend pas, et on s'interroge d'un point de vue éthique aussi. Alors il y avait des raisons à ça, il y avait des explications formelles. On avait modifié nos modalités d'admission en ESAT. Comme on a modifié nos modalités d'admission en ESAT, on s'est pas rendu compte des effets que ça pouvait avoir sur d'autres services, sur d'autres organisations. On n'a pas tout mesuré.
Mais eux l'ont vu comme une injustice. Et donc, ça nous a interrogés. Et donc, avec Madame Croux, avec Sabine, on a considéré que derrière, il y a un vrai sujet éthique, parce que qu'est-ce qui constitue le processus d'admission, au-delà du formalisme, au-delà de la procédure, au-delà des règles fixées. Derrière, il y a une question éthique sur le fait de choisir quelqu'un et de ne pas choisir quelqu'un pour rentrer au regard du manque de place, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième avis sur lequel nous sommes en train de travailler et sur lequel il y avait déjà un petit témoignage, Kevin parlait, parce que quand le film a été fait, c'était pendant le comité éthique sur le deuxième saisine. Voilà, donc je vais passer ça, ça revient sur le comité éthique. Le rôle de l'animateur, il n'y a pas besoin, mais on avait identifié le rôle de l'animateur. Vous pouvez retrouver tout ça dans la présentation. Voilà, on a fait appel à Philippe Sanchez et donc un petit focus sur la question de la formation. Bon, je m'arrête pas dessus, Philippe en a pas mal parlé, mais c'est une formation. Peut-être un petit mot, Caroline, sur la formation et sur l'intérêt de la formation. Le format était vraiment très adapté. 2 jours, c'est pas assez, mais je dirais c'est suffisant pour, en tout cas, s'emparer de la méthode qui est très efficace. Alors nous, on met pas 2 heures pour rendre un avis, hein, nous on met 1 an, mais bon, effectivement, il y a une grille de lecture et puis c'était remettre les choses à leur place. Et comme je disais dans ma présentation, c'était déjà une première brique dans la constitution d'un collectif de pouvoir échanger pendant la formation. Avec Philippe Sanchez et entre nous. Voilà, alors je vais passer. Il y avait un dernier sujet, et puis ensuite, je ferai un petit focus sur l'initiative portée par l'UNAPI Hauts-de-France, et on abordera le dilemme éthique. Donc mon premier challenge, il est tout juste. Hein, je vais essayer de tenir pour laisser après un petit 10 minutes, quart d'heure pour les questions. Mais c'est surtout l'articulation, mais ça avait déjà été abordé, l'articulation entre le conseil d'administration et le comité éthique. Donc c'est bien un avis. Le comité éthique est indépendant, mais dans ce qu'on a posé comme règle, le comité éthique va présenter en conseil d'administration son avis éthique. Donc là, lundi prochain, nous présentons le premier avis éthique à l'ensemble des membres du conseil d'administration. Alors on l'a fait, l'avis éthique est en FALC aussi. Il est en rédigé, il ne fait pas 20 pages, il en fait 4, 4 à peu près, 4-5. Je ne reviens pas sur tous les fondamentaux juridiques, etc. Et on l'a mis en FALC. Et on va aborder pour échange avec le conseil d'administration, mais comme ça a été très bien dit, les retours du conseil d'administration ne vont rien modifier de l'avis éthique, ne viennent à rien toucher de l'avis éthique. Par contre, ils peuvent impulser sur les décisions qui peuvent être prises et qui appartiennent au conseil d'administration et qui vont impulser éventuellement des choix des décisions de directeurs ou de directrices ou d'autres au niveau des professionnels. Voilà. Le travail qui est à mener par la suite, alors voilà quelques outils. Le travail qu'on doit mener par la suite, c'est aussi en lien avec après la présentation au conseil d'administration, l'avis éthique va être présenté à l'ensemble des directions réunies. Et je vais demander, avec des membres du comité éthique, et je vais demander à l'ensemble des directions de présenter, nous allons demander à l'ensemble des directions de présenter l'avis éthique à l'ensemble des professionnels en réunion d'équipe, au CVS, de décliner ça et voir même en réunion de famille au sein de l'association pour pouvoir faire vivre l'avis éthique. Ensuite, derrière, il est prévu une formation, on a encore calé les choses, mais une formation pour une trentaine de professionnels pour développer tout ce qui va être réflexion éthique et éthique. Voilà. Juste un petit mot sur l'espace de réflexion éthique actuellement porté par l'UNAPI Hauts-de-France. Il y a un travail qui est mené par Madame Cerisier et porté au niveau de l'ensemble des associations de l'UNAPI Hauts-de-France. L'objectif, c'est de mutualiser les expériences des uns et des autres, c'est de partager les expériences, c'est de faire en sorte que y ait une synergie créée au niveau en lien avec l'UNAPI Hauts-de-France et portée par l'UNAPI Hauts-de-France. Et puis que ça fait appel donc à des experts aussi, ça fait appel aux ressources internes des différentes APUI de la région. Voilà, après si Mme Cerisier vous voulez rajouter un petit mot dans les démarches,
je vous donnerai la parole, parce que le temps étant compté, mais on voulait, et Joseph Cerisier voulait vraiment aussi présenter la démarche régionale qui vient en appui. Il y a un effet de subsidiarité, donc l'objectif, c'est pas de se suppléer au comité éthique associatif, mais de créer une démarche beaucoup plus régionale. Alors, en quelques minutes, il restera un quart d'heure, c'est bien? Ah non, on dit, moi j'avais compté jusqu'à 16h. Ah ouais, mais la table ronde d'avant, elle a repris le quart d'heure. Ah, moi je défends mon quart d'heure, hein. Ah, moi je finis j'avais 16 heures, enfin. Donc je respecte le timing. Non, je défends mon quart d'heure. En plus, c'est de ma faute si c'était l'animateur de la table ronde d'avant. Donc, non, ça va aller. On peut, juste. Voilà, on a été saisi, je vous le disais, par la maison d'accueil spécialisée de l'association pour une situation que vous connaissez sur le terrain. En gros, et Caroline pourra dire un mot des échanges qu'on a eus. En gros, une personne polyhandicapée, vieillissante, parce que ça, c'est un sujet qui commence aussi à percuter fortement, parce que polyhandicap et vieillissement, c'est le vieillissement des personnes en situation de handicap. On commence à connaître, on le traite, d'abord c'est la thématique du congrès, mais le vieillissement des personnes polyhandicapées, ça vient percuter encore plus les questions qu'on se pose sur le terrain. Donc, par des cadres et des professionnels de la masse, en disant, cette personne, voilà, jusqu'à maintenant, elle était nourrie de façon orale, par la bouche. Manifestement, je ne vais pas tout lire, mais manifestement, c'était un moment de plaisir. Et ça vient du terrain, des observations. C'est pas toujours le cas, hein. On sait que parfois, pour certaines personnes, ça crée des moments de souffrance. Là, c'était pas le cas. Et puis, il apparaît des fausses routes silencieuses, et donc un vrai risque, notamment de dénutrition, etc. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc, du coup, par rapport à ça, la question de se dire, mais il faut passer une gastrostomie. Le médecin dit, il n'y a pas le choix, il y a un vrai risque. La gastrostomie, elle peut ne pas être définitive, elle n'est pas obligatoirement. On peut garder une alimentation orale. C'est vrai qu'en plus, on peut avoir des personnes qui s'alimentaient oralement, qui souffraient, et avec une gastrostomie, plutôt aller bien, et même prendre du plaisir autrement. Ça n'empêche, c'est le caillou dans la chaussure, ça n'empêche que ces professionnels-là, ça les dérangeait. Ils se demandaient, mais est-ce qu'elle a pu, elle, exprimer quelque chose? Elle n'a pas accès à la communication. On n'est pas encore bon sur tout ce qui est CA, communication alternative augmentée. On a encore du travail à faire. Et donc, de ce point de vue-là, quels sont les moyens où elle a pu exprimer sa parole? Il y a une réflexion autour de la personne, de confiance, la famille. La famille n'avait pas la protection juridique. Donc, le rôle des personnes qui assument la protection juridique, et le questionnement autour de la décision et de l'impact de cette décision et de la manière dont chacun a pu vivre, qu'on soit entre les professionnels, ceux du quotidien qui donnaient à manger, les infirmiers qui suivaient la décision médicale et qui s'inquiétaient sur la question médicale, la personne qui assumait l'autorité légale et les questions que ça posait. Donc cette saisine-là, nous ne pouvions pas l'aborder en comité éthique. Nous avions décidé donc d'aller voir l'équipe de la masse et d'avoir un temps d'échange. Alors, ce que je regrette, c'est qu'on aurait aimé rencontrer les cadres, on aurait aimé rencontrer l'ensemble de l'équipe, et ça n'a pas été fait, c'est pas fermé. On pourrait avoir un deuxième temps. Donc, nous sommes allés avec Caroline et nous avons partagé des questionnements. Alors, on demandait quels est les questionnements que vous aviez et qu'est-ce que vous attendiez du comité éthique, hein. Donc voilà, comment se limiter au questionnement bénéfice-risque, comment accompagner l'équipe famille dans ce cheminement, enfin, etc., etc. Et nous avions comme piste de réflexion, alors ça c'est dense, mais qui a pris la décision individuelle ou collective, place du représentant légal, place de la famille, place des professionnels, et notamment des professionnels en proximité de la personne, rôle et poids du médical, décision qui n'est pas définitive, modalité de la prise de décision, là où les prises de risque, pour qui, pourquoi, qualité de vie, vous voyez, tout ça fait écho à tout ce qu'on a pu dire dans la journée. Qualité de vie et plaisir versus risques vitaux, perte de poids, fausse route, question de l'alimentation, plaisir, ambiguïté entre peur d'être confronté à des situations de fausse route et le sentiment de la perte importante d'un sens de la vie, le plaisir de manger, place de la parole de la personne polyhandicapée, comment la faire émerger, comment la reconnaître, comment l'entendre, quels principes préalables à mettre en place pour permettre son existence, autodétermination et polyhandicap.
Prise en compte de la parole des professionnels d'accompagnement de proximité, relation équilibre entre le médical et l'accompagnement, rapport de pouvoir. Question de la généralisation de la décision. Est-ce qu'il y a un risque que la décision soit la même pour toute personne dans une situation identique? Réflexion sur le vieillissement des personnes polyhandicapées. Voilà. D'une saisine, rien que ça ouvre un champ énorme. Alors bon, on peut pas s'arrêter là et s'arrêter sur les questions. Bien sûr qu'il y a un travail à mener et à continuer. Mais c'était pour vous témoigner de cette saisine. Et je sais pas, Caroline. Ouais, on est effectivement rentré tout de suite dans l'intimité de l'équipe. Il y avait une certaine souffrance et c'était la phrase de départ, c'était mais qui se bat pour sa parole. Et effectivement, ça faisait aussi écho à notre premier avis sur le refus de soins, le consentement éclairé qu'on n'arrive pas à obtenir de manière assez claire des personnes accompagnées dans certains cas, et qui fait que la sécurité va passer avant cette qualité de vie dont ils étaient persuadés. Enfin, ils étaient sûrs d'eux en disant la famille se rend pas compte. Nous, on sait que c'est ça, mais on n'a aucun pouvoir parce qu'on n'a aucune légitimité auprès de, enfin voilà, par rapport aux médecins, par rapport à la famille, par rapport à la tutelle. Voilà, donc c'était. Je crois que la famille était d'accord avec les professionnels. Avait fini par être d'accord. Enfin, ouais, voilà, mais il y avait des questionnements légitimes. Voilà. Quoi. Oui, effectivement, c'était. Voilà un peu dans la présentation et les questions. Donc ça nous laisse 10 minutes pour les questions et réponses. C'est bien. Et puis si Madame Cerisier veut rajouter un petit mot aussi. Allez, vas-y. Moi j'avais 16 heures en tête. Non, mais c'est pas grave. Alors, des questions. Madame là-bas. Ah voilà, pardon, je suis désolée. La fin de la journée. Ouais, merci. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Quand vous dites l'équipe dit qu'est-ce qu'on fait pour cette personne pour l'entendre, l'équipe dit aussi qu'est-ce qu'on fait pour nous, quelque part dans ce dilemme. Quand il parle de l'autre, il parle d'eux, déjà très souvent. Et la question du consentement éclairé, en fait, c'est très court. C'est peut-être qu'il faut accepter que parfois, on n'ait pas ce consentement éclairé. D'où cette réflexion éthique. Alors, on peut essayer de la rechercher. Oui. Après, on peut se rattacher au droit et à la protection juridique des majeurs. Quand le consentement éclairé, on ne peut pas l'avoir, le mandataire a son rôle. Si le mandataire est en désaccord avec un membre de la famille, la personne accompagne ou une équipe, c'est le juge des tutelles. On peut se raccrocher à ça, mais je crois qu'il faut... c'est la difficulté d'acceptation et d'où cette réflexion éthique, nous n'avons pas ce consentement éclairé. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est bien la question de l'équipe aussi, bien sûr, et de la souffrance de l'équipe. Et donc, du coup, parfois... mais je pense qu'il faut vraiment garder l'espace de pouvoir exprimer cette question-là. Parce que si cet espace n'existe pas, et pour les professionnels d'accompagnement au plus près des personnes, il peut y avoir un sentiment de... presque d'effondrement dans l'accompagnement et ça peut avoir d'autres conséquences. Mais je vous rejoins, il y a une vraie question derrière. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on aurait aimé aussi avoir pas que les cadres, mais aussi l'équipe d'accompagnement de proximité pour cette parole-là. Et le deuxième sujet sur le consentement éclairé, ça c'est mon avis, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion sur la question du consentement et notamment plus on va vers la grande vulnérabilité et les personnes polyhandicapées, on pourrait faire des parallèles, parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais sur la question, par exemple, du droit de vote et les personnes les plus grandement vulnérables. En termes de droit, ça a été très bien dit ce matin, en termes de droit, si on va vers les droits, et Fabrice Guizier l'a bien ouvert le débat en disant, voilà, si on va jusqu'au bout, c'est ça. Et après, on fait quoi avec les personnes polyhandicapées et la question du droit de vote, par exemple? C'est un vrai sujet. Oui, moi j'avais une question. À partir de ce collège de réflexion éthique, qui propose un avis, quelle est j'ai vu qu'il y avait le retour vers le conseil d'administration. Quelle est la prise en compte? Est-ce que ça peut être un élément fondateur pour une remise en compte d'une transformation de l'offre, par exemple? Et puis ma deuxième question. Pourquoi
est-ce que ce collège pourrait pas aussi être incitatif dans les équipes pour dire, mais vous avez peut-être des réponses, alors c'est peut-être pas sur le sujet que vous avez à aborder là, mais des réponses à trouver vous-même par une réflexion. Ouais, par rapport à la première question, je fais toujours un parallèle, alors ça vaut ce que ça vaut, mais quand le Conseil consultatif national éthique est sollicité par, peu importe, par un gouvernement ou sur une question, par exemple sur la fin de vie, il rend un avis. Il a rendu un avis sur la question des assistants bisexuels. Et il rend un avis. Et ensuite, le législateur, le gouvernement peut le suivre ou pas suivre, ou voir impulser derrière une politique qui va dans ce sens-là. Alors, un CA fait pas des lois, mais un CA peut impulser. Et donc, l'idée, c'est cette idée-là. C'est-à-dire de faire en sorte que un CA peut très bien dire, nous, ça, on pense qu'il faut en faire un cadre de référence. Mais ça n'est toujours qu'un avis. Et ça, ce que disait Philippe, c'est important. Et par rapport à la deuxième question, M. Gâteau, c'est vrai que j'ai oublié. Votre deuxième point, c'était deuxième point, si il peut y avoir aussi une impulsion sur les équipes elles-mêmes sur certains sujets, parce que vous avez très bien dit qu'il y avait un comité restreint qui trie un peu, et sans doute des questions qui sont à traiter par les équipes elles-mêmes. Complètement. Alors, à la fois à ce niveau-là ou même après. C'est-à-dire, en effet, ça n'est qu'une partie de toute la réflexion qu'il faut mener. On est encore très loin, on est en chemin sur ça. Mais il peut y avoir des questions qui n'ont pas besoin d'arriver jusque-là et qui doivent être abordées, traitées en réunion d'équipe. En effet, il y a des questions, il y a des saisines qui nous sont venues qui n'étaient pas, à notre sens, à tort ou à raison, mais une saisine éthique. Par contre, on la laisse pas comme ça. Il faut qu'elle rebondisse en termes de réflexion et que des équipes se saisissent, que des cadres se saisissent aussi de cette question-là avec leurs équipes. Donc, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est vraiment ce qui a été présenté tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de ça. On doit intégrer, et c'est un choix qu'on a fait, il y a d'autres choix, mais il faut intégrer ça dans une démarche beaucoup plus globale et de réflexion globale, quoi. Et si je peux me permettre, quand justement on teste d'autres approches plus terrain, donc je peux vous dire qu'en tout cas, oui, ça transforme et ça permet à des professionnels de se saisir autrement de questions du quotidien et d'être très créatifs et d'être force de proposition avec les familles, avec les personnes accompagnées. Et effectivement, il y a des situations dans lesquelles on voit que il y a une appropriation et beaucoup de créativité pour transformer l'offre, notamment. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on est en fin de journée, je comprends. Alors, j'étais très clair. Peut-être quand même, Madame Cerisier, si vous voulez juste rajouter 2 mots, parce que j'étais très très vite sur la présentation de la démarche de l'UNAPI de France, ça m'embête un peu si Madame. Oui, bien sûr, si bien sûr. Cerisier, attendez. Je vous en prie, bien sûr, bien sûr. On a 1 minute et demie. Non, juste en 30 secondes. Merci Patrick. Simplement, on a lancé récemment, et c'est l'impulsion de l'ensemble des présidents des associations membres de l'UNAPI Hauts-de-France, ça a été une volonté du conseil d'administration, l'unanimité, de lancer un espace qu'on a appelé groupe de travail, de réflexion et de rencontres éthiques pour lequel l'idée, c'est à la fois de former, d'acculturer les futurs référents éthiques qui seront désignés par les associations membres, qui peuvent être de diverses professions, qui peuvent être dans les ESMS, qui peuvent être aussi des parents, bien évidemment, et à terme aussi des personnes qu'on devra accompagner pour leur permettre de participer. On a choisi de le faire dans un second temps parce que dans un premier temps, pour bien parler de l'éthique, il faut savoir de quoi l'on parle. Et on a décidé de se faire accompagner notamment par 3 représentants de l'ERE, de l'espace de réflexion éthique régional, donc Hauts-de-France, un médecin, un déontologue et un philosophe, lui-même en situation de handicap, ce qui a bien nourri la participation. Et dans un second temps, l'idée, ce n'est pas au niveau région de rajouter de la saisine à la saisine ou de faire des super saisines, c'est de s'inspirer des cas du quotidien qui ont amené réflexion dans les associations locales, de les échanger, de les partager et de pouvoir les redéployer dans le respect des valeurs, bien sûr, de l'UNAPI, mais de façon très concrète. Et on a demandé donc aux participants de proposer eux-mêmes les thématiques sur lesquelles ils sont en difficulté dans les associations, que ce
soit les parents ou les professionnels, et qu'ils souhaiteraient qu'on puisse animer au niveau régional. Donc c'est un peu une caisse de résonance, à la fois pour remonter les informations des différentes saisines qu'il peut y avoir dans les comités éthiques locaux lorsqu'ils existent, ou pour échanger sur des thématiques qui font débat. Par exemple, une thématique qui a été remontée récemment, campagne de vaccination, HPV et consentement, que ce soit pour les associations tutélaires ou les ESMS qui leur posent question. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Patrick et à Caroline.